Encore des Vikings? Tu peux pas parler d'autre chose un peu? Ça fait déjà 4 vidéos dessus. Bah non. Salut à tous et bienvenue dans ce 17ème épisode d'Entrée en lice. Vous reprendriez bien un peu de Scandinave à la sauce mercenaire? Les Jomsvikings donc sont une troupe de mercenaires d'élite vikings qui auraient vécu au cours des 9e, 10e et 11e siècles. C'étaient des guerriers païens implacables qui vendaient leurs services aux plus offrants. Je vous en avais déjà un petit peu parlé lors de ma review sur Vinland Saga où ils sont au centre de l'intrigue. Cette troupe a un statut semi-légendaire car la communauté d'historiens n'est pas arrivée à se mettre d'accord pour savoir si oui ou non ils ont vraiment existé. Allons donc voir ça de plus près. Histoire de bien vous préparer, voici la tête que je faisais lorsque j'essayais de trouver une cohérence entre toutes les sagas que j'ai étudiées pour cette vidéo. Quoi? Pour découvrir du coup qui étaient les Jomsvikings, nous allons nous reposer donc sur les sagas, là où on trouve le plus d'informations à leur sujet. Bon, vous êtes habitués, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais encore une fois, je le répète, ce qui est écrit dans les sagas islandaises, faut les prendre avec d'énormes pincettes, car entre le jour de l'écriture de ces bouquins et les événements relatés, il y a au moins 200 voire 300 ans de différence. Et en plus, vous allez vite remarquer que quand on croise les différentes sagas, il y a quelques soucis. Si on en croit le geste des Danois qui a été écrit en 1200 par Saxo Grammaticus dans un monastère à Soro, le roi Harald à la dent bleue, alors attention, ce n'est pas le même Harald que dans la review sur Vinland Saga. Harald à la dent bleue est Harald Ier du Danemark, alors que l'autre, Harald le Noir, est Harald Ier de Norvège. Ah oui, donc toi tu fais des interventions comme ça, tranquille. Bah ouais, faut bien, hein. Non mais ok. Donc Harald à la dent bleue du Danemark, du coup, aurait conquis la colonie de Julinium. Puis l'aurait donné au prince suédois Styrbjörn. Bon, on n'est pas vraiment sûr qu'il était prince suédois parce que son affiliation avec le roi Olaf II est pas vraiment prouvée. Puis Harald donna une puissante force militaire à Styrbjörn que celui-ci transforma en Jomsviking, semant la terreur dans les mers et les côtes. Du côté de la Knilinga saga, il nous affirme que c'est Harald Ier du Danemark qui aurait vraiment créé les Jomsvikings, mais les autres écrits ne font aucune mention à ce sujet. Du côté de la Jomsviking saga, qui comme vous l'aurez deviné parle beaucoup des Jomsvikings, un certain Palnatok éleva Sven à la barbe fourchue, oui les noms sortent tout droit d'un mauvais jeu de rôle. Le fils bâtard d'Harald Ier et Palnatok, ou Palnatoki aussi, le monta contre son père. Parce que pour le contexte, Palnatok faisait partie des nombreux Scandinaves qui étaient encore païens, alors que ce bon vieux Harald, il voulait christianiser tout le Danemark. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui étaient pas contents et ils ont profité de ça pour monter une insurrection. Suite à ça, Palnatok tua Harald Ier et donna le pays à Sven. Dans ce récit, c'est bien Palnatok qui est le chef des Jomsvikings et le fondateur de Jomsborg. Et c'est lui aussi qui mit en place le fameux code de conduite des Jomsvikings, mais on va bientôt y revenir. Dans les récits de Flateyjarbók et de Snorri le Gothi, on représente Styrbjörn comme le chef des Jomsvikings. Donc du coup, on aurait deux chefs originels, soit Styrbjörn, soit Palnatok. Bref, de toute façon, les histoires scandinaves, c'est un sacré bordel, vous l'aurez compris. Pour leur chef-lieu Jomsborg, c'est un petit peu comme pour leur origine, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais voici ce que l'on sait. L'emplacement aurait pu être choisi par Palnatok en personne selon ces trois sagas et serait situé au sud de la mer Baltique. Mais si on se tourne sur les autres versions, la localisation de Jomsborg serait peut-être celle de la ville actuelle de Volin, sur l'île polonaise qui porte le même nom, où se passe tous les ans un fabuleux festival viking. De plus, dans la littérature germanique, la ville de Volin porterait plusieurs noms, dont celle de Julinium, qui pourrait correspondre à la version du geste des Danois où, je vous le rappelle, Harald Ier aurait conquis la colonie de Julinium. L'historien allemand Adolf Hofmeister insiste d'ailleurs en 1932 en disant que si on croise les différentes descriptions de Jomsborg et de la ville de Volin de l'époque, on pourrait tout à fait penser que c'est une seule et même ville. Mais ceci ne fait nullement consensus car énormément de fortifications danoises pourraient tout aussi bien correspondre à Jomsborg. Donc vous l'aurez deviné, l'emplacement même du chef-lieu des Jomsvikings, on sait pas vraiment grand chose finalement. Partons maintenant du principe que les Jomsvikings ont vraiment existé. Qu'en est-il de la vie au sein de cette troupe? Pour m'aider sur ces différentes questions, j'ai avec moi Nico de la chaîne YouTube Métal le Curieux. C'est un copain du label Hérodote et vous allez vite comprendre comment il s'intéresse à l'histoire. Salut Benji, et merci pour l'invitation. Chères spectatrices et spectateurs, connaissez-vous Amon Amarth? Amon Amarth est un groupe de death metal mélodique suédois.
Si le nom est inspiré de l'univers de Tolkien, Amon Amarth signifiant la montagne du destin dans la langue elfique inventée par l'écrivain, les thèmes abordés par le groupe n'ont rien à voir puisqu'ils s'ancrent en très grande majorité dans le folklore scandinave, les Vikings à l'ère pré-chrétienne et leur mythologie. Les groupes de métal usant de ces thèmes font ce qu'on appelle du pagan metal, c'est très littéralement du métal païen. L'album Jomsviking est le 11e album, ou le 10e si on oublie l'EP Under the Influence, sorti en 2013, d'Amon Amarth, sorti en 2016. Il s'agit d'un album concept racontant une histoire tragique. The first man I killed was the Earth's right-hand man when he came to take her away. Un jeune homme, amoureux d'une femme promise à un autre, tue le bras droit du Jarl qui vient la chercher. Pour éviter la mort, il s'exile et rejoint la troupe des légendaires Jomsviking. Il finira par revenir au pays, mais la femme, ne partageant pas ses sentiments, le repousse. Il trouvera finalement la mort dans une bataille épique contre les hommes du Jarl. Mais venons-en au sujet qui nous intéresse. Très sincèrement, si l'album ne portait pas le nom Jomsviking, on ne pourrait pas savoir qu'il s'agit d'eux. Le terme Jomsviking n'apparaît que dans une seule chanson, The Way of Vikings, et l'album ne raconte aucun événement historique ou pseudo-historique qui permettrait d'identifier les mercenaires. Dans l'album, 4 morceaux spécifiques vont nous intéresser. Les Jomsviking apparaissent pour la première fois dans la chanson One Against All. Le navire du personnage principal est attaqué par les mercenaires, et tous ses compagnons sont tués. Les Jomsviking sont en surnombre, surpuissants et quasiment invincibles. Mais, impressionné par la férocité du personnage principal qui défend chèrement sa vie, il lui propose de le rejoindre, ou de prendre une hache en travers de la couenne. Évidemment, il les rejoint. Effectivement, les Jomsviking étaient régis par un code de conduite très strict qui commençait dès le recrutement. En effet, pour être admis au sein de cette troupe de joyeux lurons, il fallait prouver sa valeur. Il fallait être un homme de plus de 18 ans et soit montrer une prouesse physique devant des membres ou bien en provoquer un en duel. Dans le cas de cette musique, il est donc tout à fait possible que le héros se fasse recruter de cette manière, ayant prouvé sa valeur en pétant la gueule à plusieurs Joms. Dans The Way of Vikings, deux Jomsviking, l'un d'entre eux étant probablement le personnage principal, se battent en duel à mort. Le chanteur met bien l'accent sur le fait qu'ils ne sont pas ennemis mais amis. Les mercenaires sont décrits comme ayant un sens de l'honneur et de la fraternité très fort. Il considère que mourir dans un de ces duels fraternels est honorable et ne ferme pas les portes du Valhalla. C'est pourquoi les deux protagonistes se battent jusqu'au bout, littéralement du matin jusqu'au soir, avec la force des ours, les muscles sont tendus, l'acier frappe contre l'acier dans un déluge d'étincelles, jusqu'à ce que le vainqueur tue son adversaire. Alors des duels entre membres, effectivement, il y en avait. Le code des Jomsviking interdisait qu'il y ait la moindre querelle entre eux. Si un conflit venait à venir entre deux Joms, le code stipule qu'ils devaient régler ça par un duel sous la direction d'un officier. Cependant, et c'est un avis assez personnel, mais je pense qu'il est vraiment pas évident que ces duels aillent jusqu'à la mort. Car le code insiste vraiment sur le fait que chaque Jomsviking doit protéger ses frères d'armes au péril de sa vie. Donc je pense plutôt que les duels devaient s'arrêter au premier sang ou à l'incapacité de combattre d'un des deux combattants. Ce qui était d'ailleurs une coutume dans la communauté scandinave de l'époque. D'autant plus que ça restait une troupe de mercenaires, donc l'effectif devait rester le plus important possible pour pouvoir répondre aux différents contrats qu'on leur demandait. Je doute donc qu'ils puissent accepter la mort d'un des membres aussi bêtement. Ensuite, on a At Dawn First Light, qui raconte un raid des Jomsviking contre ce que je présume être un village. Leur navire émerge du brouillard au petit matin, et que vous résistiez ou que vous fuyiez, vous mourrez. Cette chanson met l'accent sur la férocité des Jomsviking, qui se battent sans craindre la mort et massacrent tout le monde sur leur passage, mais pour l'honneur et la gloire quand même. Effectivement, dans les différents récits, les Jomsviking sont connus pour ne pas connaître la peur. Il était proscrit, encore une fois selon le code, de montrer la moindre once de peur, que ce soit dans les gestes ou dans les paroles. La fuite au combat, hormis dans l'optique d'une défaite sûre et certaine face à un ennemi immensément supérieur en nombre, était interdite. Des fouilles archéologiques pourraient confirmer ce sens de l'honneur sur le site de Rajaway Hill en Angleterre. Pour expliquer un peu le contexte, lassé des différents raids vikings que subissait l'Angleterre à cette période, le roi Altered II ordonna le massacre de tous les Danois présents sur le sol anglais. Ce jour du 13 novembre 1002, appelé le massacre de la Saint-Brice,
verra de nombreux Danois se faire massacrer sur les sites de Oxford, Londres ou même Gloucester. C'est donc sur le site de Rajoway Hill, non loin de Kingston, que fut retrouvée une fosse commune avec 54 corps scandinaves. Ces 54 corps ont tous été retrouvés décapités par l'avant. Comme si les exécutés avaient voulu faire face à leurs ennemis avant de passer de vie à trépas. Cette théorie, peut-être un peu tirée par les cheveux, pourrait être appuyée par une lettre de la reine Emma, qui confirma la présence d'une troupe de mercenaires vikings dans cette zone dirigée par Thorkel le Grand, qui, je vous le donne en mille, est connu pour être l'un des leaders des Jomsvikings. Bon, ceci dit, par rapport à la peur, tout ça, si on se penche vraiment sur les récits, il y a quelques Jomsvikings qui n'ont pas hésité à être un petit peu lâches pour sauver leur vie. Je pense notamment à Sigvaldi qui fuya honteusement lors de la bataille de Horungavagr, et qui a récidivé en trahissant Olaf Tryggvason, le roi de Norvège, lors de la bataille de Svolder. Et enfin, 1000 Burning Arrows raconte les funérailles du roi des Jomsvikings. Là encore, les mercenaires sont présentés avec un sens de la fraternité et de la loyauté très fort. Tous sont présents et pleurent la mort de leur chef. Les Jomsvikings placent sa dépouille sur un navire qu'ils laissent partir sur la mer. Our king has left our ranks, our wise and noble man. We owe him loyalty and thanks. He ruled with a steady hand. Deux corbeaux, symboles d'Odin, accompagnent le navire qui glisse doucement sur l'eau, montrant ainsi que même le roi des dieux rend hommage à l'homme gisant sur le pont. Enfin, des archers tirent des flèches enflammées sur le navire et le transforment en brasier funéraire. De vrais funérailles vikings! Alors un roi Jomsviking, on est presque sûr que ça n'ait pas existé. Ce n'était pas une nation ni une province ou quoi que ce soit, c'était une troupe de mercenaires, ils avaient un leader, un chef. Mais parmi les leaders des Jomsvikings, certains pouvaient effectivement toucher à la noblesse. En effet, comme je vous l'ai dit, il y a Styrbjörn qui était peut-être un prince suédois. Sigvaldi, il était quant à lui jarl de Scanie, une province au sud de la Suède. Et Palnatok, l'un des soi-disant fondateurs des Jomsvikings, était jarl de Fioni, une île danoise. Pour ce qui est des funérailles vikings, avec le bateau qui part au loin et une flèche enflammée qui vient y mettre feu, c'était pas vraiment ça. Déjà en termes physiques, une flèche enflammée, ça s'éteindra à coup sûr lors du décochage. C'est un cliché qu'on retrouve beaucoup dans les films et les légendes, mais ça ne fonctionne pas. En fait, les funérailles scandinaves, c'était plus simple. Le défunt était amené sur un bûcher funéraire ou sur un bateau, mais à terre cette fois, avec tous ses biens meubles. Le bateau pouvait alors être mis dans une fosse que l'on recouvrait par la suite, où on plaçait les cendres dans un tertre, une tombe, ou on les jetait à la mer. Pour ce qui est de la symbolique du bateau, on a plusieurs hypothèses. On pense que c'était peut-être pour faire honneur à la vie d'explorateur du défunt, parce que oui, les vikings c'était des explorateurs avant tout, soit pour aider le mort à traverser les eaux froides de Hel, l'enfer scandinave. Concernant les Jomsvikings, il n'y a pas grand chose d'autre à tirer de l'album. Les autres chansons racontent l'histoire personnelle du personnage principal. Ceci dit, si vous êtes un amateur de métal, je vous conseille quand même de l'écouter. Ça reste un très bon album de death mellow. À l'écoute de l'album, comme du reste de la discographie d'Amon Amarth d'ailleurs, on constate un phénomène récurrent chez les groupes de pagan metal. La figure du viking est idéalisée, hyper virile, sans peur, ne vivant que pour la guerre et le combat. Mais ça, c'est un autre sujet. Ou l'est-ce vraiment ? En effet, je vous l'avais dit lors de ma vidéo sur le combat viking, le monde médiéval scandinave est rempli de clichés qui sont diffusés par des groupes tels qu'Amon Amarth. Mais peut-on vraiment leur en vouloir? Car si on s'attarde sur les sagas qui ont été écrits des siècles avant que Johan Egg ne pousse son premier cri, on peut voir que certains clichés sont déjà pas mal répandus dans ses écrits. Oui, les Vikings étaient de farouches guerriers que les Européens étaient amenés à craindre. Oui, dans certaines régions de Scandinavie, la vie était rude, donc les mecs qui vivaient là-bas, c'était pas des peintres. Et oui, les Vikings ont 2-3 pillages de villes et de villages à leur actif, voilà, c'est bon. Mais on est quand même très loin du cliché du Viking ultra badass et ultra viril qui peut tuer 12 pleutres à lui tout seul, un manu. Rajoutez à ce cliché un petit casque à cornes et une double hache, et là on est plutôt bon. Mais des troupes de guerriers d'élite sans peur comme les Jomsvikings, ça participe à nourrir un peu ces clichés. Alors est-ce qu'ils ont été créés par les écrivains pour nous raconter plus facilement des histoires ultra épiques, ou ont-ils vraiment existé? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreuses troupes de mercenaires scandinaves qui existaient lors de l'âge des Vikings, mais il n'est pas impossible que les Jomsvikings soient en fait un condensé de plusieurs troupes de mercenaires qu'on a créées pour ajouter plus de clarté à l'histoire des sagas. Quoi qu'il en soit, ça reste un mystère et ça le restera encore longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue qu'à l'accoutumée vous aura plu. Merci à Nico de Métal le Curieux d'avoir accepté de participer à cette vidéo, c'était super cool. J'ai voulu parler un peu de cette troupe même si elle est semi-historique parce que ça me plaisait vraiment de le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice. Ça y est, je peux faire du guttural.